Alan, bonjour. Cette vidéo est encore en langue française, puisque on a commencé avec une langue, alors on termine avec on continue avec la même langue. C'est mieux avec, peut-être pour mieux véhiculer l'idée, les idées que je suis en train d'en parler, c'est mieux c'est-à-dire de les véhiculer ou d'en parler avec le langage dialecte algérien, quoi. Mais le problème, c'est que de nos jours, les gens, vraiment, ça ne les intéresse pas vraiment, malgré qu'ils vivent la crise de l'architecture et de l'urbanisme en Algérie. On en souffre tous. Et aussi, il y a des gens une certaine catégorie, c'est une majorité qui, juste, comment dirais-je, qui regarde sans agir. C'est leur problème, c'est leur droit le plus absolu. Anyway, alors continuons en langue française, que j'admire beaucoup. Je n'ai pas l'éloquence de Voltaire, mais on essaie quoi. Alors, concernant j'ai soulevé quelques points concernant certains commentaires que j'ai lus de la part de professeur Boucherb, et aussi avec la continuité de la discussion avec M. Habib, il s'avère que M. Habib c'est un ami proche ou c'est un ami de notre aimable architecte Abdelhamid Salarbi. Alors, le centre de notre discussion, c'est Abdelhamid Salarbi, son architecture, et ce que soulève son architecture en tant que problématique, quoi. Des points très intéressants. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est des questions de pratique, puisque ce qui caractérise un peu la pratique architecturale en Algérie, c'est un chaos total en matière d'administration, en matière de gestion de projet. Déjà qui se reflètent sur les coûts de réalisation, les délais d'exécution. Anyway, enfin, commençons par la question de créativité. J'ai dit que j'aime bien, je respecte l'architecture de M. Salarbi, puisque je pense, c'est le premier exemple d'architecte algérien qui peut parler et discuter de son architecture, de sa vision de l'architecture, ici et ailleurs, au niveau professionnel, au niveau académique, au niveau d'université aussi, et aussi ailleurs, en France, aux États-Unis, au Canada, au Japon. C'est-à-dire, c'est une architecture, c'est une approche à respecter. Elle est digne de discussion. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, elle véhicule une idée. Des idées, quoi. Elle véhicule un langage, pour ou contre, mais elle véhicule un langage. On discute à propos de quelque chose de concret. Il y a une certaine problématique en matière de créativité architecturale. J'ai beaucoup travaillé sur la créativité en architecture. C'est qu'une fois, j'ai lu dans un magazine, une revue d'architecture british, alors une revue british. Qui a fait l'article, il est un peu, comment dirais-je, il parlait de comment analyser le processus de conception au niveau du bureau d'études célèbre en Angleterre ou bien à travers le monde. Vous savez que une des caractéristiques des gens créatifs en architecture et même en architecture, c'est que ces architectes dits créatifs ont un très sale caractère. Le Corbusier, à titre d'exemple, Frank Lloyd Wright, qui refusait des interviews concernant son travail d'architecture. C'est-à-dire pour analyser sa créativité, puisque c'est des travaux de psychologie qui ont commencé dans les années 50, je pense, 40, 50 à quelques. Alors, mais cette revue a posé une problématique. Ok, on dit que cet architecte est créatif. Il embauche ou il a un effectif de, par exemple, 20 architectes. La problématique est, qui dit que cet architecte célèbre, c'est lui le vrai concepteur du projet?
On ne sait pas. Norman Foster, on n'est pas sûr qu'il a conçu tout. C'est l'idée, c'est son idée, ce sont ses idées qui étaient, comment dirais-je, les leitmotiv, c'est la source de la genèse, de la forme du projet, dans tous ces projets. Kif, le Chidmer, parfois les architectes, les employés, ils connaissent un peu le style, un peu la vision de l'architecte, ils appliquent ce qu'ils pensent être convaincant pour l'architecte, leur boss, quoi. Une fois, par exemple, j'étais chez une amie japonaise qui m'a invité dans sa villa. Et elle est mariée, une famille, une fille. Mais quand je suis allé dans sa villa, j'ai senti que ce n'est pas une villa ordinaire. La conception, la projection des lumières, la conception des escaliers, je lui ai posé la question, qui a conçu cette maison? Il m'a dit que c'est un Japonais il a son bureau d'études au Japon, mais il a travaillé pendant un certain temps chez Zaha Hadid, je pense en Angleterre, je pense. Mais c'est ce que je voyais un peu la Zaha Hadid à la japonaise, c'est-à-dire cet architecte, quand il travaillait chez Zaha Hadid, ne pouvait pas faire autre chose que l'architecture de Zaha Hadid. Anyway, Monsieur Selarabi, la différence, c'est, j'ai vu, tout ce qu'il fait, c'est par lui-même. Il dessine par lui-même, il conçoit par lui-même. C'est-à-dire, on est sûr que c'est son architecture, c'est son travail. Il ne vole pas les idées des autres, les travaux des autres. Concernant une autre question qui m'a été posée par mon étudiant, c'est un architecte maintenant, mon ex-étudiant, monsieur Nassim. Nassim, qui habite à Bjaya, c'est un étudiant talentueux, architecte talentueux. C'est que concernant la construction par la terre et la brique, oui. Il y a pour la question, pour répondre aussi à M. Boucher, le professeur Boucher de l'Université de Constantine, il y a le privé et il y a l'étatique, le public, quoi. Le problème, c'est que, comme l'a dit dans notre discussion M. Selarabi, c'est qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de faux problèmes peut-être. Les marchés publics, c'est-à-dire les concours pour les équipements publics et tout, et peut-être que ça consomme plus d'énergie, plus de paiement, il y a trop de complications, on termine rarement le projet comme on le voulait, comme on l'a conçu au début. Par contre, au privé, on a plus, c'est-à-dire les maisons. Et j'ai dit déjà, on a plus de liberté. J'ai dit déjà, même M. Selarabi, il a dit à propos, par exemple, à titre d'exemple, quand il avait conçu le dojo de M. Maître Saïd Sbar, d'Aikido, c'est que quand le client est compréhensif, on peut s'étaler, on peut aller plus loin, quoi. Et parmi les contraintes, les marchés publics, les équipements publics ou les projets d'État, le problème c'est qu'on ne peut travailler qu'avec du béton. C'est un problème, puisque le CTC ne vérifie que les constructions en béton ou bien en charpente métallique. Ce n'est pas le problème de l'État, c'est le problème de l'humain, de l'architecte, des ingénieurs algériens. L'État, il a formé des gens, les structures en bois, les structures en pierre, les structures en terre, le béton de terre, BTS, le béton de terre stabilisé, qui est maintenant à l'oubliette, jeté à l'oubliette, quoi. C'est-à-dire, il a formé des gens, ils ont envoyé les gens pour se former en Italie, au Japon, aux États-Unis, je sais pas, parce que ceci m'a été confirmé par mon enseignant, M. Belgaïd Brahim. Le problème, c'est que quand ces gens-là reviennent, si tu vas former comme les autres, c'est un passage, peut-être c'était du tourisme, peut-être, et ils ne cherchent pas à imposer ou impliquer le CTC pour élargir son domaine d'action, domaine de vérification, quoi. J'ai dit que, par exemple, au Japon, rare, même la recherche, ils travaillent pas beaucoup sur les constructions en pierre et tout, mais le bois, elle est maîtrisée. Les constructions en bois sont maîtrisées, les constructions en béton, bien sûr, RC structure, et les constructions en charpente métallique sont maîtrisées. Ici, on n'a pas cette tendance, c'est-à-dire l'accord du CTC
est oublié, quoi. Puisque si on conçoit avec, par exemple, les Ramders, la terre comprimée, ça donne des effets esthétiques très agréables, mais très agréables, comme je l'ai dit déjà, sur les architectures de logiciels. On embellit les façades avec des photos prises, ou bien copiées bien sûr, de l'internet, et puis on dit que puis la réalisation c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Mais dans le privé, on peut concevoir, c'est-à-dire il n'y a pas le contrôle, quoi. On peut concevoir, il n'y a pas le contrôle comment dirais-je, exigeant, peut-être sévère de CTC. C'est-à-dire ce qui a permis à M. Serabi de s'étaler, aller plus loin dans ses réalisations, dans son architecture. Et je respecte ça. Et non, il y a un autre détail aussi concernant j'ai oublié le terme, pardon. Il y a un autre concept aussi, il y a un autre problème, c'est que ça concerne, c'est un peu de la théorie d'architecture. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est en latin veritas, je ne sais pas si ce mot existe, c'est la vérité du matériau. Monsieur Selabi a parlé de ça. Je ne vais pas citer des noms, il y a des architectes en Algérie qui, c'était l'exemple de l'architecture postmoderne, c'est-à-dire, ils cherchent à embellir leur projet avec des formes inspirées des formes naturelles ou des formes issues de la culture algérienne, de l'histoire de l'Algérie, mais ce reste des formes flémures. Elles n'ont aucun rôle autre qu'un rôle esthétique. Le problème, c'est qu'il est esthétique sur la façade, sur les perspectives conçues par un logiciel, avec les filtres et tout, mais en réalité, avec déjà la qualité de la main-d'œuvre algérienne, la qualité, ça laisse à désirer. Le problème, c'est quand on offre des prix, je ne suis pas en train de critiquer. Je parle de mon avis, même je pense de l'avis de M. Selabi, si vous me permettez de sharing, de partager cet avis avec lui. C'est que le jugement des prix d'architecture, c'est pour les perspectives, je pense, sur micro. C'est pas la réalité construite. Je pense. Et là, c'est-à-dire, si on offre à une forme organique, un arbre, une fleur, ou un rôle esthétique, où est le rôle structurel, c'est-à-dire, le matériau, on l'emploie ce n'est pas seulement pour l'esthétique, c'est ça la vérité du matériau. On emploie des matériaux pour la résistance, c'est-à-dire pour supporter certains des poids, loading, structure, et on emploie par exemple l'ouverture, elle doit, elle ne doit pas juste être une ouverture comme ça. C'est-à-dire, elle doit avoir une vocation structurelle et constructive. Parce que l'esthétique, c'est ça la vérité. C'est-à-dire l'esthétique, elle vient de la profondeur constructive et la profondeur structurelle. Et ce n'est pas à discuter aux théories. Ceux qui pratiquent comprennent ça. J'en suis sûr. Voilà. Et c'est ça, puisque quand M. Selabi emploie un matériau, c'est-à-dire il a sa vocation, on n'emploie pas un matériau juste comme ça. Ou là, une fois, juste comme ça, on va comme ça se dit le jargon algérien. Ok, c'est-à-dire un matériau, déjà on ne peut pas, c'est difficile de mélanger les matériaux, puisqu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques mécaniques, alors l'esthétique, et puis voilà, c'est l'architecture de logiciel, c'est beau sur le micro, mais ce n'est pas beau, même si c'est bien réalisé en réalité. Et c'est ça. Et ça, c'est même à l'étranger, j'ai vu ça. Il y a pas mal de projets d'architectes très reconnus. J'avais bien aimé leurs travaux sur magazine, parler du Japon, voilà, monsieur, mais voilà. Mais quand j'ai vu leur projet en réalité, ça laisse à désirer. Ça laisse pas à désirer, mais ce n'est pas le même effet que j'ai eu quand j'ai consulté leurs œuvres sur le magazine, quoi. Des revues, quoi.
Question de matériaux aussi, revenons par exemple à cette vérité structurelle, vérité, l'emploi du matériau. Par exemple, on m'a raconté l'histoire au Japon, le earthquake, le fameux tremblement de terre de Kobe, 1995, qui a causé la mort de 1000 personnes. Parmi ces 1000 personnes, il y avait un Algérien qui était étudiant au Japon à l'époque. Allah yarhamou. Alors, c'est-à-dire, parmi les choses c'est-à-dire, il y avait des ingénieurs en génie civil, des chercheurs qui allaient visiter les lieux pour confirmer leur théorie à propos de la résistance des structures vis-à-vis d'un tremblement de terre de l'échelle le tremblement de Kobe. Et je me souviens qu'Arnaud Tadao, il a été très fier puisqu'il construit beaucoup dans la région de Kansai. Kansai, c'est Kyoto, Osaka, puisqu'il est originaire d'Osaka. Kansai, Osaka, Mie aussi, j'oublie un peu, je pense même Wakayama. Je pense, c'est la région de Kansai, c'est au centre du Japon. C'est une zone commerciale. C'est-à-dire économique, commercial. Il y a beaucoup de commerce là, la région Ali, beaucoup d'échanges avec tout le reste du Japon, avec le monde aussi. Et ces constructions ont résisté. Il était fier. Pourquoi? C'est son travail sur le béton que M. Selabi critique. Moi aussi, je critique les constructions en béton en Algérie. Mais au Japon, non. J'ai vu qu'ils font des merveilles avec le béton. Surtout en Dotadao. Une qualité vraiment incroyable. Anyway, c'est-à-dire il était fier de la vérité de la résistance structurelle, la résistance vis-à-vis du comment dirais-je, c'est-à-dire il n'emploie pas le béton juste comme ça. Il a une vocation structurelle et esthétique en même temps. Il ne sépare pas l'esthétique du structurel. Ceci est reflété par son puritanisme architectural, comment dirais-je, ce n'est pas du minimalisme vraiment, c'est la simplicité des formes qu'il emploie. Voilà. Et aussi, il y a un autre concept de la durabilité. Bon, le béton armé n'est pas durable, ça c'est connu, hein. Mais je pense que beaucoup de projets de M. Selabi sont durables. Bon, peut-être que ça se rapproche un peu de l'approche de M. Pouillon, du feu Fernand Pouillon. Mais la durabilité, c'est-à-dire les matériaux que l'on emploie, la chaux, la pierre, le bois, c'est durable. Et j'ai vu ça. Et c'est aussi humain, c'est naturel, c'est moins polluant. Et je respecte beaucoup ces recherches sur l'isolation, c'est-à-dire thermique, peut-être même sonore, puisqu'il évite les matériaux qui peuvent nuire à la santé humaine. Et c'est à respecter. C'est ça, c'est la vision que j'ai bien appréciée de l'architecture, l'approche de M. Selabi. Voilà. La dernière remarque, c'est concernant l'urbanisme. L'urbanisme, concernant la remarque qui n'a pas plu, les déclarations, les points de vue de M. Selabi n'ont pas plu à M. Boucher. Bien sûr, c'est M. Boucher, donc professeur Boucher, il est spécialiste en urbanisme. Pour moi, je partage avec M. Selabi le fait que la dimension de l'urbanisme me dépasse, pour ma part. M. Selabi, je me suis toujours limité à l'architecture. Pour moi, Selabi, il a son point de vue, son point de vue. Pour ma part, je peux pas vraiment en parler puisque je n'ai pas vraiment des informations nécessaires, suffisantes pour défendre ou non, ne pas défendre les points de vue de M. Selabi. Mais je suis sûr d'une seule chose. On ne peut pas faire de la bonne architecture sans un bon urbanisme. Voilà. Et le problème, c'est qu'en Algérie, on pense mal la ville, on respecte pas la ville. Voilà. De toute façon, en tant qu'administrateur, en tant que responsable, en tant que architecte, en tant qu'étudiant, en tant que citadin aussi. C'est ça le problème. Et voilà. Il y a pas mal de points
autour duquel je voulais un peu circuler, quoi. Mais enfin, merci pour votre... j'espère bien avoir l'occasion de faire des interviews, des débats avec d'autres architectes algériens, des jeunes, dès que je découvre quelque chose qui me plaise, ou qui me tient au cœur. Où la réussite n'est pas seulement architecturale, même la réussite commerciale, ou la business, je respecte ça aussi, tant que ce soit légal, bien sûr. Anyway, merci tout le monde et thank you. Have a nice day. Bye bye. Au revoir.